Mesdames et messieurs, chers collègues, je vais vous demander de bien vouloir prendre place de façon à ce que l'on puisse démarrer nos travaux. Jean-Luc, tu es ici. Tu as la feuille d'émargement devant toi. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde a émargé, mais la feuille se trouve juste derrière l'écran vidéo sur la table qui est juste derrière. Donc allez-y avec votre stylo pour pouvoir émarger cette feuille de présence. Je vais laisser donc tout le monde s'installer en vue de débuter notre réunion donc, du Conseil communautaire. Les retardataires, Aline, Didier, puis il reste Agnès dans le couloir. Francine, voilà. Ouais, pour l'instant, j'en ai 3. Non, elle arrive en retard. Ouais. Voilà, je laisse prendre place. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cet espace Rabelais pour notre séance du Conseil communautaire. Avant de débuter notre ordre du jour, je souhaiterais revenir sur des événements tragiques qui ont touché et frappé notre pays il y a 2 semaines concernant l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty. Vous le savez, un hommage national lui a été rendu à la Sorbonne. Dans certaines collectivités, des recueillements ont pu avoir lieu. Et il a été souhaité que dans chacune des installations des conseils municipaux et des conseils communautaires, on puisse, en début de cette séance, respecter 1 minute de silence en mémoire à cet enseignant. Donc je vais bien vous demander de bien vouloir vous lever. Merci. Alors, vous avez reçu l'ensemble des documents concernant l'ordre du jour de notre séance de ce soir. On va tenter d'être dynamique sur la présentation des rapports et sur leur approbation, évidemment sans négliger le débat nécessaire s'il y a lieu. Simplement, vous le savez, à 21h, c'est le couvre-feu. Nous devons normalement être rentrés. J'ai eu le sous-préfet au téléphone, donc la préfète a été claire sur les enjeux. On doit essayer de reprogrammer les séances de conseils municipaux et communautaires à des horaires qui permettent de respecter le couvre-feu. Peu ou prou, on pense que là, on y sera. Quelques minutes près, on vous a mis sur votre table un formulaire d'attestation, si le cas échéant, il est nécessaire de pouvoir le remplir, éventuellement si jamais on dépassait un petit peu cet horaire des 21h. Alors, j'ai des excuses à vous faire parvenir. Donc, M. Baudry a donné pouvoir à M. Briand. Mme Lincoln a donné pouvoir à M. Lesourd. M. Jacques Nourry a donné pouvoir à M. Nollet. Et Corinne Leroy nous a fait part de son arrivée en léger retard. Elle devrait être, nous a dit, une vingtaine de minutes, donc elle ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Elle avait une petite contrainte d'un rendez-vous qu'elle ne pouvait reporter. Je souhaiterais donc désigner un secrétaire de séance, et ce soir, dans l'ordre alphabétique, c'est donc au tour d'Hélène Berger d'assurer ce rôle. Et puis, donc, vous avez reçu avec l'ensemble des documents le procès-verbal du Conseil du 24 septembre 2020,
Avez-vous des remarques particulières à formuler quant à son contenu ou à sa rédaction? Non? Pas de remarques? Je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Vous avez aussi eu en annexe le rapport des décisions prises dans le cadre des délégations faites au président. Donc, on vous a détaillé deux points particuliers dans le cadre des décisions de la MAPA et les autres. Donc, vous avez le tableau qui est joint en annexe. Avez-vous des remarques ou des demandes de renseignements particulières à formuler sur ce tableau dans le cadre des décisions prises par délégation? Non? Pas de remarques, pas de questions? Eh bien donc, on acte le fait qu'il n'y a pas de demande particulière. Alors, je vous propose donc de revenir à notre ordre du jour et donc de débuter tout de suite par la première délibération qui concerne, en fin de compte, eh bien, la constitution de la commission intercommunale des impôts directs. Vous le savez, à chaque renouvellement des instances intercommunales, comme c'est le cas dans les instances communales, eh bien, l'article du Code général des impôts nous demande de reconstituer cette commission. Donc nous devons fournir à Madame la préfète une liste de 40 noms dans lesquels elle choisira 10 titulaires et 10 suppléants. Donc lors d'un bureau communautaire, il avait été proposé que chacune des communes, donc des 18 communes hors Chinon, propose 2 noms et que la ville de Chinon propose 4 noms. Et donc les tableaux qui sont joints en annexe sont le résultat de ces 40 transmissions qui ont été faites par chacune des communes. Donc nous devons donc délibérer sur cette proposition qui sera ensuite transmise à Madame la préfète qui arrêtera la liste des membres titulaires et suppléants de cette instance intercommunale qui a vocation, vous le savez, à se réunir une fois par an pour étudier les évolutions des bases d'imposition qui relèvent de la fiscalité intercommunale. Avez-vous des remarques ou des questions à formuler sur cette première délibération? Non? On peut passer au vote. Donc sur la liste qui vous est présentée en annexe à cette première délibération, et donc qui est le fruit des communications des 19 communes de la communauté de communes, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors, nous devons encore ajuster quelques désignations au sein des commissions. Vous le savez, il y a des désignations qui se sont faites, mais il y a encore des calages à vouloir opérer. Et donc, ce soir, il vous est proposé d'effectuer quelques modifications, donc d'intégrer l'entrée de Mme Barbara Jousselin au sein de la commission numérique, informatique, dématérialisation, d'intégrer M. Pascal Villemène au sein de la commission prospective, aménagement de l'espace habitat, d'intégrer Mme Francine Horry au sein de la commission du personnel, la gestion des ressources humaines, et enfin de désigner M. Mickaël Manceau en remplacement de M. Arthur Ouette au sein de la commission infrastructure. Avez-vous des remarques ou des questions sur ces ajustements dans les constitutions des commissions? Non? On peut passer au vote. Sur cette proposition, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? On passe donc à la délibération suivante, qui concerne une délibération récurrente. Alors bon, pour les nouveaux délégués, vous la verrez chaque année à la même période. Depuis le 6 août 2015, la loi Macron, ministre de l'économie de l'époque, établit la liste des exceptions qui sont faites pour le travail du dimanche. Et chaque année, on sollicite la Chambre de commerce et d'industrie, différents organismes, les représentations des organisations syndicales, pour pouvoir connaître les dates qui sont arrêtées. Donc, il nous est demandé de définir pour l'année 2021 les week-ends dont on autorisera le travail du dimanche. Donc, traditionnellement, chaque année, depuis la date de 2015, eh bien, il est retenu le premier dimanche des soldes d'hiver, donc qui cette année sera le 10 janvier 2021. Le premier dimanche des soldes d'été, qui cette année sera le 27 juin 2021.
le dimanche du week-end du Black Friday, donc le 28 novembre 2021, et ensuite les 4 dimanches de décembre qui précèdent les fêtes de fin d'année. Pour l'année 2021, ce sera donc le dimanche 5, le 12, le 19 et le 26 décembre. Sur la liste potentielle, donc vous voyez que nous opérons donc ici 7 désignations. Il reste donc 5 possibilités d'affectation sur les 12 possibles. Donc il est prévu éventuellement un dimanche flottant selon les manifestations et coutumes locales. Il n'y en a pas particulièrement. Depuis 2015, nous n'en avons jamais délivré un. Et ensuite, 4 dimanches qui sont laissés à la discrétion du maire. Là encore, nous n'avons jamais été amenés à le mettre en œuvre. Voilà, donc chaque année, nous validons le principe des week-ends de solde. Depuis 3 ans maintenant, il y a eu l'arrivée du dimanche du Black Friday qui n'existait pas auparavant, dans les 2 premières années de désignation, mais qui s'est intégré dans cela. Historiquement, on ne délivrait que 6, et maintenant, depuis 2 ans, à la demande des établissements, on répond sur ces 7 dates telles qu'elles vous sont proposées aujourd'hui. Avez-vous des remarques ou des questions sur cette délibération ? Pas de questions ? On peut passer au vote. Donc, sur cette délibération concernant le travail du dimanche, et avec la liste des 7 dimanches que je viens de vous lire, y a-t-il des avis contraires ? Un avis contraire. Des abstentions ? Eh bien, je vous remercie. Alors, la délibération suivante concerne une volonté d'adhésion à l'Association nationale des élus de la vigne et du vin. La communauté de communes ainsi que beaucoup de collectivités du territoire ont, en début d'année dernière, de cette année, adopté une motion qui tendait à s'insurger contre la taxation qui était faite sur les produits viticoles, notamment vers les États-Unis. Vous le savez, il y avait, dans le cadre du contexte des GAFA, des mesures de rétorsion qui avaient été mises en place par les États-Unis. Et donc nous avions soutenu la filière viticole face à cette taxation dont il n'était en fin de compte que les victimes collatérales, puisqu'ils n'avaient rien à voir avec le contexte particulier qui était. C'était un moyen qui avait été utilisé par les États-Unis pour faire pression sur les autres pays. Depuis, l'ANEV, l'Association nationale des élus de la vigne et du vin, nous a contactés, nous proposant d'adhérer. D'ailleurs, elle l'a fait pour chacune des communes. Et lors d'un bureau communautaire qui s'est tenu le 6 octobre dernier, on a considéré que l'intérêt, compte tenu du nombre de communes viticoles dans notre intercommunalité, il était normal de proposer l'adhésion à l'échelon communautaire, qui d'ailleurs permet un tarif plus intéressant, puisque si on fait le cumul de l'adhésion de toutes les communes au seuil forfaitaire, on dépasse les 2 000 €, alors que l'adhésion au titre de l'EPCI s'élève à 800 € annuels. Et donc la proposition qui vous est faite, c'est donc de pouvoir adhérer à cette instance qui communique, relaie des informations liées aux filières viticoles à l'échelle de notre territoire national et qui permet d'avoir des actions coordonnées en soutien à ces filières lorsqu'elles sont concernées par des mesures réglementaires ou des mesures fiscales, notamment. Donc c'est la raison pour laquelle il nous a paru important d'afficher notre intérêt et notre soutien à cette filière. D'ailleurs, je dois dire que cette proposition d'adhésion, elle a été concertée en amont avec le président du syndicat des vins de Chinon pour savoir s'il n'y avait pas de problème particulier entre leur structure syndicale et cette structure nationale des élus de la vigne et du vin. Donc ils ont répondu par l'affirmative. Et ce qu'on vous propose ce soir, c'est de proposer d'adhérer pour l'exercice 2021 pour une somme de 800 € et de désigner Christophe Baudry comme représentant de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire au sein des instances de l'ANEV, et ensuite de nous autoriser à signer, moi-même ou le vice-président délégué aux finances, tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. Avez-vous des questions particulières sur cette proposition d'adhésion ? Non ? On peut passer au vote. Donc, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? D'accord. Alors, la délibération 5, là encore, je vais laisser Vincent nous la présenter. C'est quelque chose qui revient de façon régulière, de façon annuelle, sur les intervenants musicaux et donc la participation intercommunale pour le financement de ce service. Vincent. Oui, donc pour faire
un petit état des lieux. En fait, donc les intervenants musicaux font partie de la compétence communautaire. Pour certaines communes, l'enseignement est exercé par des agents intercommunaux, notamment sur la rive gauche et dans la ville de Chinon. Et par contre, pour d'autres communes, il y a des intervenants extérieurs avec des contrats et des prestations extérieures. Et c'est pour ça qu'en 2016, pour une question d'équité, il avait été acté de reverser 30 € par élève aux communes qui ne recevaient pas un enseignement par un agent intercommunal. Donc c'est pour ça que tous les ans, les communes nous font part de leur effectif, le nombre d'élèves concernés, qu'on multiplie par 30 €. Donc là, pour la commune d'Avoine, vous avez 7 110 €, et pour la commune de Beaumont-en-Véron, 7 650 €, qu'on vous demande de délibérer ce soir. Et c'est un type de délibération qu'on sera amené à revoir sans doute lors d'autres conseils communautaires. Voilà. Y a-t-il des questions sur le sujet ? On va pouvoir passer au vote. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Merci. Alors la délibération suivante, Vincent, concerne une subvention exceptionnelle pour le CIAS, oui. Pour la prise en charge d'un certain nombre de charges supplémentaires. Il y a tout un chapelet là de subventions qui sont un peu issues du contexte sanitaire, qui a eu aussi des conséquences pour les structures, et du coup je vais vous détailler ça. Donc la première concerne le CIAS, où on vous propose de voter une rallonge à la subvention à hauteur de 50 000 €, donc avec une partie, alors là qui n'est pas due à la crise, mais au fonctionnement actuel, où on a 2 postes de directrice pour mener les 3 unités de vie. Bon, c'est quelque chose qui va être mené sans doute à changer. Oui, au 1er janvier. Voilà, mais bon, pour l'instant, il y a ce surcoût-là salarial qu'il faut financer, donc là à hauteur de 23 000. Du coup, il y a eu des conséquences du Covid à hauteur de 12 000 € également. Voilà. Et ensuite, une prise en charge des obsèques des indigents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a décidé parce que, notamment pour Saint-Benoît, puisque là où il y a le plus de décès d'indigents, c'est au centre hospitalier, ce qui se comprend. Mais du coup, c'était à la commune de Saint-Benoît d'assumer ce surcoût, en fait, qui n'était pas dû à elle-même. Et donc, on a vu en bureau que c'était plus équitable que ce soit le CIAS qui règle ces quelques sépultures où il y a pas les familles ne sont pas en capacité de payer la sépulture. Et du coup, il y a une obligation pour les collectivités de mettre le reste. Mais on a trouvé que c'était assez injuste pour Saint-Benoît de devoir s'infuser toutes ces sépultures d'indigents. Donc, on a mis une somme qui ne sera peut-être pas suffisante, à hauteur de 5 000 €. Donc ensuite, ce que je suis en train de constater, c'est que le montant des sommes que je vous ai détaillées ne fait que 40 000. Ouais. Alors, est-ce qu'on a mis 50 000 pour être sûr d'avoir une sécurité pour y revenir, ou c'est une erreur ? C'est soit ça, soit c'est une erreur mathématique basique. Moi, pour éviter d'y revenir, je préférais qu'on laisse la somme de 50 000 en mettant une provision de 10 000, qui sera plus simple de réajuster sur le financement 2021, si jamais il n'y avait pas besoin de cette somme, et qu'on n'y revienne pas d'ici la fin de l'année, si jamais il y avait des impacts complémentaires en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Bon. Voilà. Sachant qu'on verse plus d'1 million au CIAS, 10 000 €, c'est... Sur le point concernant les 2 directrices, simplement vous dire que dans l'organigramme normal, et s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, les contrats devaient prendre fin au 31 juillet. Et donc, la charge de 2 n'aurait pas dû courir jusqu'à la fin de l'année. Simplement, compte tenu de la crise sanitaire et de la situation dans nos petites unités de vie, il ne nous a pas semblé opportun, pendant cette période de crise, de déstabiliser l'organisation qu'aurait pu mettre à mal celle-ci et créer une difficulté dans la gestion des équipements. C'est la raison pour laquelle nous avons prorogé les contrats jusqu'au 31 décembre. Voilà un peu l'explication qui n'a pas permis de le planifier dans le budget initial du CIAS. Okay. Oui, Didier. Ben non. Oui. J'allais y revenir, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Mais tu es le plus concerné, oui. Alors, voilà, nous aussi ça arrive, chaque commune est amenée à délibérer, et le constat qui avait été fait, c'est qu'en fin de compte, c'est plutôt la faute à pas de chance lorsqu'on récupère. Alors, avec la morgue à Saint-Benoît, évidemment, il y a une probabilité plus importante que ces personnes décèdent à l'hôpital, et malheureusement que la charge incombe donc à la commune de Saint-Benoît. Pour autant, d'autres communes sont amenées à le faire. Et le principe qui a été acté, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une prise en charge d'obsèques d'indigents à l'échelle de la communauté de communes, ça se fera par le biais du budget du CIAS.
pour l'ensemble des communes, des 19 communes concernées, même si elles ne sont pas toutes amenées à avoir des demandes. Quand il y en aura une, eh bien, c'est traité à l'échelle intercommunale par le biais du Centre intercommunal d'action sociale. C'est la proposition qui est faite au travers de cette mise en œuvre. D'autres remarques ou d'autres questions sur le sujet ? Je vais vous proposer de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Merci. Alors, le même principe pour la régie de transport. Oui, donc au niveau de la régie de transport, il y a aussi besoin de voter une rallonge pour 33 500 €. Donc avec des rentrées d'argent qui n'ont pas été à cause de la crise sanitaire au niveau des sorties scolaires notamment. Il n'y a pas eu de transport, donc il n'y a pas eu de frais payés par les communes. Des achats du coup de matériel, produits, désinfectants, masques, et puis du coup aussi un petit surcoût aussi en personnel, et donc voilà ce qui vous est proposé de voter. Des questions sur le sujet ou des compléments d'information ? Non ? Bon, je vous propose encore de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Merci. Alors la délibération suivante concerne maintenant le budget de l'abbaye de Seuilly. Là encore une subvention exceptionnelle, mais pour couvrir les mêmes problématiques. Pour couvrir le fait qu'il y a eu des locations qui ont été annulées durant la période, et du coup on vous propose une subvention exceptionnelle à hauteur de 7 000 € pour compenser ce manque à gagner. On passe au vote. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Merci. Alors on arrive maintenant sur plusieurs décisions modificatives d'ajustement des budgets. Donc la première concerne la régie d'assainissement, la décision modificative numéro 3, Vincent. Oui, alors d'abord pour la partie fonctionnement. Oui. Donc une délibération à un peu plus de 112 000 €, je vous fais grâce des quelques euros et centimes. Donc il a fallu une petite rallonge pour racheter des produits de traitement. Ensuite, on a réajusté aussi la ligne personnelle affectée à la collectivité pour 20 000, des dépenses imprévues pour 35 000 et un virement à la section d'investissement à un peu plus de 51 000 €. Donc c'est ce qui constitue, c'est un peu plus de 112 000 € qui sont financés en partie par des recettes provenant en fait de la dissolution du syndicat d'assainissement Rivière-Ligré. Et du coup, donc pour 98 000 € en ce qui concerne donc la reprise du résultat qui a été négocié entre l'intercommunalité et les deux communes, donc un peu plus de 98 000 €, et des produits financiers qui est le remboursement. En fait, il y avait un emprunt qui a été contracté, et donc il est plus simple administrativement que l'Interco récupère la totalité de l'emprunt et refacture la part qui concerne les installations qui ont été financées sur la commune de Ligré qui a récupéré la compétence, que de diviser l'emprunt en deux, c'est plus compliqué administrativement. Donc du coup, c'est l'Interco qui a récupéré l'intégralité de l'emprunt, mais qui du coup refacture à Ligré ce qui lui revient. Et donc c'est comme ça qu'on finance nos 112 000 € en fonctionnement. Sur l'investissement ? Au niveau de l'investissement, on a une dépense pour l'achat du logiciel de gestion de clientèle. Au début, il avait été mis à 100% sur la partie eau, mais du coup, on en met une petite part sur l'assainissement, donc pour 30 000. Les dépenses imprévues pour 35 000, donc ce qui nous fait 65 000. Et en recette, on a un petit excédent aussi à récupérer sur la section investissement, pareil sur la dissolution du syndicat, pour un petit peu plus de 5 000 €. Aussi, toujours issu de la dissolution du syndicat, la remboursement en part de capital, parce que la particularité en compta public, c'est que les intérêts sont payés en fonctionnement et le capital sont payés en investissement. C'est un peu une gymnastique comptable qui peut surprendre quand on connaît la compta privée, mais c'est comme ça que ça fonctionne au niveau compta public. Et du coup, on retrouve le virement qu'on a vu tout à l'heure en fonctionnement dans la section d'investissement comme recette à un peu plus de 51 000 €, et du coup, on a bien nos 65 000 € pour financer l'investissement. Des questions sur le sujet ? Je vais vous proposer de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Merci. Alors la délibération 7.2 concerne la régie d'eau à Fermage cette fois-ci, et c'est la décision modificative numéro 2, Vincent. Oui, donc c'est un petit ajustement de fin d'année, comme
On a besoin, donc au niveau fonctionnement, on a une dépense qui est le virement à la section d'investissement, donc qui nous servira à financer un investissement, après on le verra tout à l'heure. Et du coup, autrement, des ajustements de crédit en recettes au niveau des amortissements. Bon, on a impacté ça sur les amortissements pour 14 000 euros, donc là c'est comme ça qu'on équilibre au niveau fonctionnement. Et au niveau investissement, on retrouve en dépenses aussi des ajustements crédits. Là, on est vraiment dans le purement comptable au niveau des amortissements. Et on retrouve le virement qu'on a vu en fonctionnement en investissement pour 14 000. Bon, bah là, c'est un petit jeu d'écriture pour financer des amortissements. On va pouvoir passer au vote. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Merci. La délibération 7.3 concerne l'ADM numéro 2 pour le budget annexe de l'abbaye de Seuilly. Alors oui, on revient un peu dessus. Alors du coup, on va retrouver nos 7 000 euros qu'on a votés précédemment. Et puis, on est obligé de refaire un jeu d'écriture à la demande de la trésorière qui nous avait demandé de faire autrement précédemment, mais qui finalement est revenu un peu sur ce qu'elle nous avait prescrit. Et c'est notamment pour solder l'opération des logements Val Touraine Habitat qui avait au sein de l'enceinte de l'abbaye. Donc c'est pour mettre ça en forme comptablement comme la trésorière l'a souhaité. Donc en dépenses de fonctionnement, on envoie 83 000 euros en investissement. On a des charges diverses pour 7 000 euros, donc les remboursements de salles qu'on a vus tout à l'heure, donc ce qui nous fait 90 000 euros au global de dépenses de fonctionnement. Des recettes de fonctionnement, donc avec des mandats annulés pour 83 000 et une subvention exceptionnelle pour 7 000 en recettes. Donc ce qui nous fait bien nos 90 000. Et là, on revoit donc ce que je vous disais, là sur la partie investissement, le jeu d'écriture comptable qui convient à Madame la Trésorière au niveau du solde, du fait d'avoir sorti les logements de notre budget annexe. Et donc on a une dépense d'investissement à hauteur de 83 000 euros donc sur la partie immeuble et financée en recettes par le virement qu'on a vu au-dessus en fonctionnement à hauteur de 83 000 euros. Bon là c'est vraiment pratiquement de la pure tambouille comptable, hormis nos 7 000 euros. Mais 80% de la délib, c'est du comptable que nous a réclamé la trésorière. On va passer au vote. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Merci. Alors, la dernière décision modificative concerne donc le budget général, et donc c'est l'ADM numéro 7, Vincent. Oui, alors qui est un petit peu fourni, parce que, rappelez-vous, nous avions voté le budget très tôt avant les élections, avec l'idée de faire un budget modificatif après, puis avec les événements, finalement, on n'a pas pu faire le budget supplémentaire, oui, pour être plus précis. C'était un budget supplémentaire qu'on voulait voter en cours d'année, puis les événements nous ont un peu empêché de le faire, donc ce qui fait que c'est une DM un peu plus conséquente que ce qu'on peut des fois avoir l'habitude de voir, où on a réajusté tous les crédits dont on avait besoin pour boucler à peu près l'année. Bon, il y aura peut-être encore quelques petits ajustements à la marge au prochain conseil. Donc en dépenses de fonctionnement, vous avez un peu plus de 240 000 euros. Bon voilà, je vais peut-être vous passer un peu le détail parce qu'il y en a quand même pléthore et vous l'avez sous les yeux. Au niveau des dépenses de fonctionnement, tac. Bon, avec notamment si par contre quand même à regarder, on a baissé de façon significative le virement à la section d'investissement parce que on n'a pas eu besoin d'autant d'argent qu'on avait crédité pour financer les investissements qu'on a fait dans l'année. Donc ensuite, quand on passe à la partie 7.4, donc on arrive sur les recettes de fonctionnement qui doivent équilibrer ces 243 000 qu'on a vus. En somme significative, on a retiré, ça on le verra en commission finance un peu plus en détail, un ajustement de la convention de mutualisation, donc que la ville de Chinon n'aura pas besoin de payer du coup, contrairement à ce qu'on avait estimé. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais qu'on verra plus en détail à la commission finance. Puis après, il y a tout un tas de petits crédits qui sont retirés pour retomber sur nos pattes autour des 243 000. Bon, vous voyez, c'est beaucoup des ajustements de quelques milliers d'euros, puis après quelques autres. On a les travaux en régie pour 60 000 en somme significative. Donc voilà pour la partie fonctionnement. Au niveau de l'investissement, donc là, il y a des choses un peu plus lourdes parce qu'il y a des projets qui finalement
ne se sont pas réalisés soit réalisés du tout ou pas réalisés dans l'année, et donc du coup ça sera reporté. Donc vous voyez, il y avait eu un projet peut-être d'une entreprise de jouets en bois, alors qui n'était pas dans la production, mais plutôt dans le commerce en fait, en gros, mais ça n'a pas abouti. Ensuite, au niveau du projet Intra, qui est un projet pluriannuel pour le moment, il y a aussi 1,3 million à enlever. Et du coup, par contre, on a rajouté dans les aménagements de régie, ça on l'avait vu en fonctionnement, les travaux de régie au niveau des gymnases d'Avoine. Et ensuite aussi Big Mac Bazar, il y a eu un petit supplément. Donc on est à 2 337 000 de dépenses en moins. Et du coup, on a baissé les crédits d'autant. Notamment avec l'emprunt, on avait prévu de faire un certain nombre d'emprunts pour financer ces projets économiques, et du coup, comme ils n'ont pas lieu, il n'y a pas lieu de recourir à l'emprunt. Donc là, il y a 2 341 000. La diminution du virement de la section d'investissement aussi pour 320 000. Et par contre, il y a eu des petits suppléments, des petits suppléments à la hauteur du budget. Malgré tout, c'est 100 000 euros, c'est quand même une somme, mais bon, sur une délib à 2 millions, c'est un peu moins conséquent. Donc pour la subvention CAF, des remboursements CAF et de la subvention à l'ABI. Et un petit bout de crédit au niveau du marais de Taligny. Donc voilà pour cette délibération qui a été un peu plus lourde que d'habitude, mais qui permet de réajuster par rapport à ce qu'on avait fait au mois de janvier, il me semble. Oui. On avait voté assez tôt, donc ça permet de se recoller à la réalité de l'année. Sur les opérations développement économique, notamment le groupe Intra, en fin de compte, la crise sanitaire n'a pas facilité les échanges, et on a une difficulté particulière, c'est non pas avec les gens du groupe Intra. Vous savez que le groupe Intra, c'est un GIE, c'est un groupement d'intérêt économique avec 3 partenaires historiques, donc EDF évidemment, le CEA et anciennement Arevas, qui est Orano aujourd'hui. Et il s'avère qu'au moment de contractualiser la concrétisation du bâtiment, ils sont d'accord sur les plans, ils sont d'accord sur le montage financier, mais il y a juste quelques juristes parisiens du CEA qui sont venus interroger et interpeller sur des questions particulières, notamment sur la durée d'engagement, puisqu'il avait été prévu initialement avec l'ensemble des partenaires que l'engagement minimum pour le loyer soit sur 6 ans. Et donc les conditions de loyer que nous avions négociées étaient sur cette base. Il s'avère que les juristes ont voulu renégocier cette proportionnalité avec un engagement sur une durée plus courte, lié à la constitution même du GIE, pour une durée maximale de 5 ans, qui remet évidemment en cause les conditions financières. Donc on leur a fait valoir que si ils remettaient en cause la durée, ça remettait en cause évidemment la hauteur du loyer, puisque vous voyez, l'Interco ne peut pas s'engager dans un investissement lourd sans avoir des garanties de paiement et de remboursement. Donc aujourd'hui, on a transmis différents scénarios aux partenaires. Ils sont en train de les étudier. Le problème, c'est qu'il doit y avoir un comité d'engagement des 3 partenaires qui devait se tenir fin septembre, qui malheureusement, compte tenu de la situation, a été reporté. On espère qu'il aura lieu avant la fin de l'année, mais on n'a aucune certitude. Donc le projet est bien mature, il est prêt à être engagé, mais malheureusement, il est bloqué sur ce point-là, qui est purement sur la durée de contrat. Donc avec Didier Godot, on a rencontré les responsables du groupe Intra, que ce soit Philippe Kessler ou Pascal Musy. Donc on est en phase avec eux sur ces questions-là, simplement dans les partenaires financiers de l'opération, où il faut qu'ils ajustent leur violon. Donc on espère que la solution sera adoptée pour la fin de l'exercice de 2020 ou en tout début d'exercice 2021. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite sur cette belle opération qui doit voir le jour sur le parc d'activités de Belly-Parc. Voilà, en face le démonstrateur. Voilà, pour ces petites précisions complémentaires. D'autres questions sur l'ADM ? On y va ? Ok. Donc pour cette délib, pour résumer, qui consiste à augmenter de 243 999 la section de fonctionnement. Donc là, c'est de la dépense supplémentaire. Et par contre, sur l'investissement, on réduit les dépenses à hauteur de 2 337 000. Voilà, donc c'est ça qui est à voter en résumé. Donc y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Merci.
Alors, on arrive sur le budget de régie d'assainissement, et l'idée, c'est le contrat de prêt pour les travaux de modification des filières de boue des stations d'épuration du Véron et de Chinon. Et en préambule, Vincent, si tu le permets, je voudrais simplement faire état de l'échange que j'ai eu tout à l'heure avec le sous-préfet de Chinon. Vous le savez, dans le cadre du plan de relance national, les collectivités locales ont été consultées pour des projets qu'on était capable de mettre en œuvre rapidement, à engager avant la fin de l'année 2020 et à terminer avant la fin de l'année 2021. C'est l'objectif qui a été fixé dans ce cadre du plan de relance. Eh bien, il s'avère que nous avions déposé le dossier concernant les bouts de stations d'épuration, et le sous-préfet vient de m'annoncer que dans ce cadre du plan de relance, la subvention DECIL de l'État vient de nous allouer une subvention à hauteur de 570 000 euros. Donc c'est une excellente nouvelle parce que, évidemment, le modèle initial ne permettait pas d'obtenir de financement sur cette opération à cette hauteur. Et donc la nouvelle qui vient nous arriver... Alors on avait des financements prévus de l'agence de l'eau qui devait nous amener en gros aux alentours de 540 000 euros, 550 000. Et là, si vous voulez, la subvention complémentaire par le biais de la DECIL, évidemment, vient améliorer considérablement la lisibilité de cette opération à l'échelle de la communauté de communes. Donc je te laisse maintenant, Vincent, détailler, ou peut-être avant de détailler, peut-être donner un petit rappel sur le budget général de l'opération. Oui, alors c'est d'autant plus une bonne nouvelle que bon, on avait estimé un budget qui a priori après l'appel d'offres paraît juste. Donc initialement on avait tablé sur presque 2 100 000 hors taxes et on serait plutôt plus près des 2,5 millions sur l'opération. Alors après, bon, on n'a pas encore complètement validé l'appel d'offres, mais c'est en cours d'analyse, mais bon, pour l'instant la solution la moins disante est dans ces tarifs-là. Donc c'est d'autant plus une bonne nouvelle d'avoir la DECIL. Bon, l'autre bonne nouvelle, bon, c'est l'objet de la délib, c'est que bon, vu l'importance du projet, on a estimé que c'était pas raisonnable de tout autofinancer. Bon, une installation comme ça qui est prévue pour durer, il paraît judicieux, surtout quand on voit les taux d'intérêt actuels, d'aller recourir à l'emprunt pour pouvoir soulager le budget annuel et puis se donner des marges de manœuvre pour le futur. Et donc, il a été fait une demande au niveau des organismes bancaires à hauteur de 800 000 euros. Et donc, vous avez les diverses propositions qui ont été faites. Et donc, bon, je ne vais pas tout vous détailler, mais voir ce qui est le plus intéressant, c'est le coût global de l'emprunt. Donc, le Crédit Agricole, il y a un coût global quand on retire les 800 000, donc de un peu plus de 71 000 euros. Sur 25 ans, donc ce qui fait à peine 3 000 euros par an de charges d'intérêt. Donc voilà, c'est vraiment modique. Et donc avec inclus en plus le frais de l'emprunt, les frais de gestion. Ensuite, la Banque Postale était un petit peu plus élevée à hauteur de 82 000 euros au niveau du coût global de l'emprunt. La Banque des Territoires, là, était, elle, à plus, donc à 120 000 au niveau du coût global de l'emprunt. Et donc la caisse d'épargne, par contre, ne nous a pas fait de proposition. Donc bon, à la lumière de ce qu'on peut constater, c'est l'offre du Crédit Agricole qui est la plus intéressante, avec un taux à 0,66. Ça laisse quand même rêveur. Si on se rappelle à ce qui se passait il y a encore 10-15 ans, c'est vrai que c'est des taux impressionnants, surtout pour des montants comme ça. En tout cas, bon, c'est une bonne nouvelle pour la collectivité. Ça permet de financer un outil très utile et en se gardant des marges financières pour le futur. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette délib qui consiste juste à valider la proposition la meilleure du Crédit Agricole? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Merci. Merci Vincent. Alors, on a là ensuite une délibération concernant le contrat d'exploitation de l'installation des chauffages, donc les ventilations et traitements d'air, climatisation, production de froid, pompe à chaleur, sur les bâtiments communautaires. Donc c'est un marché qu'on a lancé en renouvellement. Là par contre on a une excellente nouvelle. Contrairement, les appels d'offres se suivent, ne sont pas toujours du même niveau, mais là pour celui-ci on a une excellente nouvelle puisque en fin de compte on a une offre, celle qu'on vous propose de retenir ce soir, qui est celle d'Eiffage Énergie, à hauteur de 57 435 euros pour ce qu'on appelle le P2, c'est-à-dire la formule de base, c'est l'entretien,
et la maintenance des équipements avec les petits matériels, et l'option P3 qui est proposée chaque année, 18 750 €, qui là permet le remplacement de tous les équipements défaillants. Donc ça fait une enveloppe à hauteur de 76 184 €. Le deuxième, il y a deux autres entreprises qui ont candidaté. Le suivant est aux alentours de 120 000 et l'autre est à 122 000. Donc il y a 60% d'écart entre l'offre d'Eiffage et les deux suivants qui étaient assez proches dans leur offre. Ils sont très proches, il y avait 12% d'écart sur le P2, c'est surtout sur la formule P3 où il y a un écart important. Notre AMO, notre assistance à maîtrise d'ouvrage, a consulté les trois candidats, a fait préciser, confirmer les offres sur la formule P3. L'opérateur Eiffage a confirmé son engagement. Donc ce qu'on vous propose, pour une durée de 5 ans, c'est de retenir donc la solution formule avec l'option P3 proposée par Eiffage Énergie Système, bon, qui est une entreprise qui a pignon sur rue, qu'on connaît, enfin qui ne pose pas de difficultés, sur lequel on n'a pas d'inquiétude particulière sur sa capacité à mener à bien le projet, et qui nous permet donc d'envisager la garantie du maintien en fonctionnement et l'exploitation de nos installations dans des conditions assez optimales. Bon, simplement pour vous faire le calcul, sur un marché de 5 ans, l'économie annuelle représente 225 000 € sur la totalité des installations. Donc c'est ce qu'on disait à la commission d'appel d'offres, c'est qu'au pire, s'il y avait une petite défaillance sur un matériel particulier, le gain annuel permet évidemment un autofinancement si jamais c'était nécessaire. Voilà sur la proposition qui vous est faite au travers de cette délibération. Donc il vous est proposé de retenir l'offre d'Eiffage Énergie Système à hauteur de 76 186,41 € avec l'option hors taxe par an avec l'option P3, et puis de nous autoriser à signer le marché à intervenir pour cette prestation. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, on peut passer au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Alors la délibération suivante concerne un ajustement sur le marché de nettoyage qu'on a donné. Il s'avère qu'on a de nouveaux bâtiments qui intègrent le dispositif. Donc on a fait chiffrer, et l'avenant étant supérieur à 5%, on doit repasser en délibération. Vous le savez, lorsqu'on est inférieur à 5%, c'est un avenant qui n'a pas besoin d'être redélibéré. Là, en l'occurrence, vous le voyez, les avenants qui sont faits, c'est un avenant, le marché de base était à 106 099,55 €. L'avenant s'élève à 13 856,84 €. Et donc, il vous est proposé d'adopter cet avenant qui représente une augmentation de 13,06% du contrat pour la société OMS, dont le siège est à Chinon, et donc qui fera un montant global de 119 956,39 €. Voilà, avec un montant TTC de 143 947,67 € par an. Voilà. Avez-vous des questions particulières sur cette proposition? Des remarques? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires sur cette proposition? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, la délibération suivante concerne la déclaration de préemption urbain, et la délégation partielle. Il faut faire un complément à la délibération qui avait été adoptée le 5 mars, et je vais laisser Denis Fouché, notre expert, nous la détailler. Je ne sais pas si ça marche. Ouais, ça y est, ça marche. Le droit de préemption, on l'a redéfini le 5 mars. Alors, le droit de préemption urbain, c'est un droit de préemption pour la communauté de communes sur toutes les parcelles des zones d'activité, sur les parcelles où la communauté de communes est propriétaire, donc les parcelles limitrophes. Et donc là, sur la délibération qui a été prise sur le droit de préemption urbain, on a fait une petite coquille. On a oublié de mettre la zone de la Copac à La Roche-Lermont. Et donc, comme la Copac a des projets, c'est un petit peu gênant. Donc cette délibération concerne juste ce petit secteur de la zone de la Copac. Vous avez le plan en annexe. Hein. Donc voilà, avez-vous des questions sur cet ajustement? Cet ajustement, oui. Non. Donc il vous est proposé de modifier cette petite coquille sur la délibération
du 5 mars, vous l'avez en annexe. Et bien sûr, la commune de La Roche-Clermault sera aussi obligée de reprendre la délibération suite à celle prise ce soir par le conseil communautaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante, Denis, concerne l'acquisition d'un parcellaire rue du Portail Blanc à Lernay, et cela pour une emprise pour l'épandage concernant l'assainissement. Voilà, on va dire que c'est pour régulariser une situation sur la commune de Lernay. La communauté de communes qui gère les dispositifs d'assainissement collectif ou semi-collectif. À Lernay, c'est un semi-collectif, hein, mais bon, on a un filtre qui est apparemment sur une parcelle privée. Donc, ça pose quelques problèmes. Après avoir consulté les propriétaires, ils ont accepté de nous vendre ces 1725 mètres carrés à hauteur de 0,50 € le mètre carré, soit environ 862,50 €. Donc, leur accord est conditionné bien sûr à un maintien d'un droit de passage sur un chemin qui dessert des parcelles qui servent de jardin. Donc, avez-vous des questions sur cette régularisation? Vous avez les plans en annexe. Oui. C'est ça. Tu peux mettre la sono pour Maurice parce que Lève la main. il Maurice. est muet. Il est là, regarde. Allô, allô. Ouais. Oui, donc j'avais fait une demande auprès des domaines. La parcelle qui fait en total 6500 mètres carrés, il y a une zone constructible et une zone N. Elle avait été estimée à 70 000 €. Parce que nous, on voulait faire un lotissement, mais du fait de l'épandage, c'était pas clair. Donc on s'est abstenu d'acheter ce morceau de terrain. Donc après, on verra après, quand ça sera régularisé. Si... Tout à fait. Voilà. Dans le PLUI, ça a été mis effectivement en zone constructible. On a confirmé cette possibilité. Mais là, il faut déjà régulariser la problématique de l'assainissement puisqu'on a une demande pour pouvoir raccorder des maisons supplémentaires. Mais avant de raccorder quoi que ce soit et de remettre en état, il faut déjà être propriétaire du terrain. Actuellement, il y en a 18 habitations qui sont raccordées. Voilà. D'accord. Donc, ça a été signé par convention en 88, je crois. Ça va permettre d'assainir le dossier. Ouais. Peut-être. D'autres questions? Non? Donc, il vous est proposé d'acter le principe de l'acquisition de cette parcelle à hauteur de 0,50 € du mètre carré. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La délibération suivante, Denis, concerne une cession de logement, 27 rue du Vélor à Beaumont-Environ. Oui. Alors, attends, il faut que ça vienne. Voilà, c'est bon. Ah, j'ai un bug. Ah, zut. Denis Fouché. Ça va venir, vous en faites pas. Non, non, mais c'est bon, je l'ai. Elle est là. Regardez, j'ai juste à l'agrandir un petit peu. Voilà, donc c'est un bâtiment qui est situé dans la cité 27 rue du Vélor. On a reçu une offre d'achat par l'intermédiaire du cabinet Keller Williams de Tours de la part de M. Poiraton Lucas. Cette offre d'achat, elle est à hauteur de 98 200 avec les frais d'agence inclus, soit 91 000 pour net vendeur. Ce bien immobilier, c'est un type 5 avec un R+1 et il est sur une parcelle de 486 mètres carrés et situé 27 rue du Vélor. Avez-vous des questions sur cette vente? Non? Eh bien, il vous est proposé d'acter ce principe de la vente au profit de M. Poiraton Lucas et de dire que le prix de cession est à hauteur de 98 200, frais d'agence inclus. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Denis, la délibération suivante concerne donc l'OPH avec les aides attribuées aux particuliers dans le cadre des travaux d'aménagement avec les aides complémentaires qui sont apportées par l'ANA. Tout à fait. Donc là, on a 3 dossiers qu'on a vus en commission aménagement le 29 septembre 2020. Donc ces 3 dossiers concernent une habitante de Chinon pour des travaux d'adaptation à hauteur de 359 € d'aide allouée par la communauté de communes. Je vous rappelle qu'on est à 10% du montant hors taxe des travaux. Une autre personne qui est à Chinon là, pour des travaux d'amélioration thermique sur le secteur sauvegardé. Alors là, c'est uniquement l'intervention au niveau des matériaux biosourcés, 500 €. Hein.
et une demande par une habitante de La Roche-Clermault pour des travaux d'adaptation à hauteur de 826 € d'aide pour 8 264 € de travaux. Avez-vous des questions sur ces dossiers? Ils ont tous reçu un avis favorable à la commission aménagement du 29 septembre. Donc c'est peut-être les avant-derniers dossiers qu'on va traiter dans l'OPA 2017-2020, puisqu'elle s'arrête au 31 décembre 2020. Malheureusement, avec le confinement, on a eu beaucoup moins de dossiers cette année. Voilà, d'autres questions? Non? Voilà, les crédits sont inscrits, les subventions sont versées aux bénéficiaires. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Denis. Alors on va passer sur le volet PRT, plan de relance territoriale, et notamment une opération qui avait été inscrite initialement pour la relance du plan de consommation locale. Et donc je vais laisser Sophie Lagré nous détailler cette mesure qu'on vous propose aujourd'hui pour cette opération Noël en Rablésie. Alors effectivement, dans le cadre du programme d'action de relance à la consommation locale, une enveloppe de financement à hauteur de 100 000 € est disponible. L'opération de marketing territorial Chinon à la carte a utilisé 18 000 € de cette enveloppe, donc il reste à minima 80 000 €. La commission attractivité a proposé de lancer une opération intitulée Noël en Rablésie, visant à relancer la consommation locale chez les commerçants, artisans, viticulteurs, producteurs locaux situés sur le territoire communautaire. Donc, je vous en explicite rapidement le principe. Vous avez le règlement qui est attaché au rapport ici présent. Donc, l'opération est valable du 1er décembre au 3 janvier, puisque l'année prochaine, les soldes commencent dès le 5. L'idée, c'était que ça s'arrête avant. Le principe de Noël en Rablésie est le suivant. Le client récupère une carte Noël en Rablésie chez un des partenaires. Le partenaire valide l'achat du client en tamponnant la carte et en indiquant la date et le montant. Le client conserve son ticket de caisse, garde sa carte qui lui permet de continuer à effectuer ses achats chez les autres partenaires de l'opération. Il peut s'arrêter de faire remplir sa carte alors qu'il peut justifier d'un montant minimum de 50 € et jusqu'à 250 € d'achat cumulés chez au moins 3 partenaires différents. Ensuite, il envoie sa carte complétée avec son nom, son adresse postale et ses tickets de caisse justifiant ses achats à la 3CVL, donc jusqu'au 31 mars 2021. Et en échange, il reçoit de la part de la communauté de communes des bons d'achat à valoir chez les partenaires de l'opération. Alors, partenaires de l'opération, les commerçants, artisans, producteurs, viticulteurs locaux immatriculés sur tout le territoire de la 3CVL. Donc, lors de la commission attractivité, on a eu un long débat sur le fait d'intégrer ou pas les grandes et moyennes surfaces. Nous avons donc missionné Fabien Morin, le manager d'attractivité Action Cœur de Ville, pour aller sonder les associations de commerçants, les artisans indépendants, etc. Nous avons eu des retours qui étaient très constructifs, donc nous avons pris effectivement toutes les remarques en compte. Donc nous avons rajouté dans le règlement et nous avons décidé de flécher l'opération sur les commerçants, artisans, producteurs, viticulteurs locaux immatriculés sur la 3CVL et jusqu'aux petites surfaces de moins de 700 m², ce qui permet d'inclure quand même le Carrefour City de Chinon et le Carrefour Contact d'Avoine. Donc en termes de remboursement en montant d'achat, jusqu'à 149 € d'achat, on a 10 € de bons d'achat, 30 € s'il y a des dépenses entre 150 et 250 et 50 € de remboursement pour plus de 250 € d'achat, plafonné à 250 € d'achat. L'idée étant derrière que les bons d'achat seront exclusivement valables chez les commerçants partenaires de cette même opération. Donc ce ne sont pas des chèques Cadeos ou Cadoc qui pourront être réutilisés sur Internet ou autre, c'est vraiment des bons d'achat qui sont floqués Noël en Rablésie. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Donc on va passer au vote. Je vous propose d'acter le principe du lancement de cette campagne intitulée Noël en Rablésie, d'approuver le projet de règlement que je viens de vous lire, d'acter le principe de créer une régie pour gérer les chèques cadeaux prévus dans ce cadre et d'autoriser le président ou moi-même à signer tous les documents utiles dans ce cadre. Qui
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Sophie. Alors je vais céder maintenant la parole à Didier Gaudois pour nous faire part l'attribution complémentaire pour les aides aux entreprises qui ont été affectées par la Covid-19. Vous savez que nous avions fait une première séance de délibération le 28 juillet dernier, qu'un certain nombre de dossiers étaient restés en suspens, mais que nous avions aussi des gens qui n'avaient été contraints par le temps, qui n'avaient pas pu déposer leur demande d'aide. Donc dans ce cadre, nous avions proposé qu'ils puissent le faire et Didier va donc nous lister les entreprises qui sont rentrées dans ce dispositif et à qui on propose ce soir d'apporter notre aide dans la complémentarité de celles qui ont déjà été apportées fin juillet, début août. Didier. Alors déjà, vous avez sur table une nouvelle mouture parce qu'il y a eu des ajustements de dernière minute. Donc, vous voulez que je vous lise la délibération ou que je vous lise les entreprises bénéficiaires? Comme vous voulez. Soit efficace et synthétique. Efficace et synthétique. Donc, le plan de relance territoriale signé le 19 mai prévoit une mise en place de subventions. Donc, 160 dossiers ont été déposés dans un premier temps et 107 ont reçu une aide. Et donc là, il y a eu une nouvelle mouture qui a été faite pour les retardataires. Donc, on a les entreprises dont vous avez le détail en annexe. Alors, je vais vous les lire vite fait. Un jour ailleurs à Chinon pour 800 €. Je vous lis pas la liste. Donne le montant global. Le montant global s'élève à 69 969 €. Donc, une première fois, il y avait eu... on dépasse l'enveloppe initialement prévue de 39 059 €. Pour une enveloppe annoncée initialement à 275 000 €. Donc, ça fera pratiquement 40 000 de plus, soit 315 000 €, 314 000 €. Ce qu'on vous demande, c'est d'approuver la liste des entreprises aidées au titre du volet conjoncturel présenté en annexe, avec le montant de la subvention allouée à chacune d'entre elles correspond à ces critères, de préciser que le montant total des aides ainsi octroyées est de 69 969 €, de rappeler qu'il s'agit d'une deuxième session, puisque la première session avait déjà eu lieu cet été, de préciser que ces crédits sont déjà inscrits au budget. Pour cette délibération, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, merci. Merci Didier. Alors, je vais maintenant céder la parole à Denis Moutardier pour un dossier important qui concerne le projet de prise de compétence pour être autorité organisatrice de la mobilité dans le cadre de la loi LOM. Et là, on est dans la phase de l'étude d'opportunité, Denis. Lors du précédent mandat, du précédent conseil, le 24 septembre dernier, vous m'aviez donc autorisé à lancer la consultation afin de désigner un bureau d'études dans le but donc de nous aider pour la réflexion sur la prise de compétences pour devenir AOM, donc autorité organisatrice de mobilité. Donc les cabinets ont été... on a 9 cabinets qui ont répondu, on en a sélectionné 3 que l'on a reçus et on a désigné le cabinet, c'est sur la deuxième page, Aegis, voilà, Aegis Conseil, pour un montant total donc, de l'étude pour une tranche ferme et une tranche optionnelle qui s'élève à 45 180 €. Voilà, donc on a déjà travaillé avec eux sur le planning et la gouvernance pour réaliser cette étude de façon à gérer les comités techniques et les comités de pilotage. Donc vous avez sur la deuxième page de cette délibération donc un planning qui débute alors ça va pas être en octobre 2020, mais ça va être novembre, puisque la première réunion de lancement est prévue le 5 novembre prochain. Et puis vous avez évidemment un certain nombre de réunions qui vont avoir lieu jusqu'en mars 2021, de façon à nous éclairer sur l'opportunité de cette prise de compétence. Voilà, donc en ce qui concerne la gouvernance, le comité de pilotage sera composé donc d'élus membres du bureau de la communauté de communes, d'élus de la CCVL, membres de la commission de mobilité et de transition écologique,
Alors ça, ça a déjà été fait lors de la commission qui s'est tenue début octobre. Donc on a demandé aux gens qui étaient intéressés, aux élus communaux, donc de se signaler. Il y en a environ une petite dizaine. Et donc on demande également à tous les membres du bureau qui seraient intéressés pour participer à ce comité de pilotage de nous faire signe. Vous avez dû recevoir normalement un mail de Clémence Legros récemment. Il sera également composé donc de représentants des instances diverses, donc la région Centre-Val de Loire bien entendu, le conseil départemental d'Indre-et-Loire, le pays du Chinonais, la préfecture, cellule régionale France Mobilité, conseil de développement et d'autres personnalités qui seraient nécessaires. Mais évidemment, j'ai passé sous silence nos partenaires qui sont EDF, le Citravel, le SITS, des transports scolaires, évidemment. Voilà. Et donc, ce qui vous est demandé ce soir, bien, c'est d'approuver le choix de ce cabinet de conseil, donc de valider la démarche d'étude d'opportunité, son schéma de gouvernance, d'engager le budget nécessaire à la réalisation de l'étude et solliciter les subventions nécessaires à la réalisation du projet. Avez-vous des questions ? Alors, bon, je n'ai pas passé en revue toute la délibération, mais bon, vous avez eu l'opportunité de la lire complètement. Pas de questions ? On passe au vote. Eh bien, je vous demandais d'approuver. Alors, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Eh bien, je vous remercie. Denis, tu conserves la parole pour le schéma directeur vélo intercommunal, donc concernant l'appel à projet. Attends, excuse-moi. Voilà, c'est là. Hop, je suis allé trop vite. C'est la 17. C'est la 16-2. Oui. Eh ben oui, pourquoi je suis sorti ? C'est sur le côté. Ben oui. C'est pas en bas, il faut que tu Non, décales. c'est là. Hop. Voilà, 16-2. Alors, lors du plan climat air énergie PCAET, donc... Non, c'est pas ça. C'est schéma directeur vélo intercommunal. Je suis bien à 16-2. Je vais lui passer ça. Tiens. Je suis bien à 16-2 quand même. Vas-y. Ah, ça commence comme ça, oui. Oui, d'accord, pardon. Ah bon. Oui, la délib commence comme ça, oui, c'est vrai. Oui, bon. Ouais, non, mais des fois, C'est vrai, t'as raison. Ah non, mais c'est... Ouais. D'habitude, c'est toi qui prends. Mais... Bon. Alors, donc, ce plan... Alors, excuse-moi, hein, mais je suis pas trop au parfum, parce qu'en fait, on l'avait pas vu... Non, c'est normalement oui, Michel Ferrand, malheureusement, notre collègue qui aurait dû le présenter. Mais si tu veux, je peux la présenter. Hein. J'ai pas de problème. En fait, il n'y a pas de souci. Donc, on a, dans le cadre du PCAET, vous savez que nous avions défini l'intérêt de travailler à un schéma directeur des voies cyclables sur le territoire, le périmètre de l'Interco. Alors, il y a déjà un certain nombre qui existent. L'idée, c'était de regarder où elles étaient et, en fin de compte, les interconnexions qui étaient possibles avec ces itinéraires déjà existants. En tout cas, sur la cyclabilité du territoire, sur les circulations douces. Donc, on a profité de l'appel à manifestation d'intérêt, donc territoire de nouvelle mobilité durable, c'est ce qu'on appelle l'AMI TENMOD, piloté par France Mobilité pour proposer une candidature de plan simplifié, vélo. Donc, l'ADEME a confirmé que la communauté de communes était lauréate à l'appel à projet et donc pourrait bénéficier de 30 000 € d'aide sur un coût d'étude estimé à 60 000 €. Donc, cette démarche restant à élaborer sera le moyen d'avoir une vision prospective donc dans les 10 ou 20 ans qui viennent. L'intérêt, c'est de confirmer et d'affiner les enjeux liés à la mobilité sur le territoire. Vous savez, dans le cadre général des travaux de mobilité qu'on exerce, la partie cyclable est une des composantes de celle-ci et c'est la raison pour laquelle il nous semblait intéressant de pouvoir s'y inscrire. C'est aussi de développer l'usage des modes de transport actifs, donc le vélo ou la marche, et de les interconnecter avec des transports plus conventionnels à l'échelle du territoire, que ce soit les TER ou même parfois les bus qui existent. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est connaître les évolutions attendues et mener une concertation avec les usagers, identifier les flux et les besoins de déplacement. Et aujourd'hui, ce qui vous est proposé, c'est donc d'acter la démarche que nous engageons, d'organiser évidemment la consultation des entreprises
qui pourraient nous aider dans cette mise en place du schéma directeur, d'engager le budget nécessaire à la réalisation de l'étude et de solliciter les subventions nécessaires à la réalisation du projet tel qu'on a ébauché, de pouvoir le mettre en œuvre. L'idée d'avoir une réflexion globale à l'échelle de l'intercommunalité, c'est aussi que le cabinet d'études qui sera retenu puisse discuter avec chacune des communes sur la stratégie qui est la sienne en termes de maillage, déjà sur l'existant, mais aussi de compléments de voies cyclables qui pourront être mises en œuvre. Donc c'est vraiment un travail intéressant à mener, je crois, et qui doit nous permettre d'y voir plus clair sur cette action. On l'a vu dans le cadre de l'étude qui est menée actuellement sur l'axe Chinon-Bourgueil, notamment aux abords du CNPE, avec la problématique du pont de Port-Boulet et des axes structurants. Ça fait partie des études qui sont menées, et l'idée de l'extraire et de le mettre à l'ensemble du territoire nous semblait intéressant dans le cadre de cette étude. C'est vrai que le fait d'être lauréat à l'appel à projet nous permet de bénéficier de crédits qui viennent réduire d'autant le financement de cette opération. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, on peut passer au vote. Donc sur la proposition d'engager la démarche, d'organiser la consultation des entreprises, d'engager le budget nécessaire à la réalisation de l'étude et de solliciter les subventions accessoires nécessaires que nous pourrions obtenir, cette proposition, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors Denis, dans le cadre du PCAET, justement, il y a un programme de plantation de haies et d'arbres isolés. Oui, tout à fait. Donc, Oui, ça vient. là. Oh, je ne le vois plus. Ça y est. Ça y est. Oui, donc dans le cadre du PLUIH, on a déterminé certaines choses. Il y a eu 3 réunions publiques la semaine dernière et celle d'avant sur justement les arbres isolés et les alignements d'arbres et tout ce qui va bien, le patrimoine végétal. Donc le travail confié au CPIE depuis 2011 pour la réalisation de l'Atlas de la biodiversité a été intégré dans le document du PLUIH, et donc il y a eu ce zonage qui a été fait pour retranscrire les haies, les boisements, les arbres isolés. Donc on s'est aperçu effectivement que dans le cadre du PLUIH et dans le cadre de nos 3 réunions publiques, il y a des arbres qui ne sont pas encore considérés comme arbres remarquables. Il y a des alignements d'arbres qui ne sont pas encore suffisamment importants et qui n'ont pas été intégrés dans la démarche du PLUIH, mais ça sera fait par la suite, hein. Il y a des gens qui sont venus nous voir pour que leurs arbres soient protégés. Bon, il y en a d'autres qui le regrettent, mais ça, c'est toujours le débat. Donc, parallèlement à ça, avec le PCAET, on a, à la réunion du 5 mars dernier, quand on a arrêté notre projet, pour l'année 2020, on a décidé d'octroyer des aides aux collectivités qui voulaient implanter des haies sur leur parcelle communale. Donc ça s'est fait, il y a une démarche qui s'est faite depuis le mois de septembre, il y a certaines collectivités qui ont répondu à cet appel à projet. Dans les années suivantes et dans les actions du PCAET, on a déterminé que pour 2021, 2022 et 2023, on allait aider les particuliers et les agriculteurs, tous ceux qui le désirent, à replanter des haies et des arbres isolés. Donc dans ce cadre-là, la région peut nous aider jusqu'à 80% dans le cadre du CRST, le département jusqu'à 50% dans le cadre de l'opération L'Arbre dans le paysage rural de Touraine. Donc pour un montant global, alors vous avez les tableaux avec les chiffres en annexe, hein, mais bon, c'est vrai que c'est assez complexe. Donc environ pour 28 000 € tous les ans sur 2021, 2022, 2023. Il nous faut intégrer en charge de la communauté environ 36%, c'est-à-dire à peu près un petit peu plus de 10 000 € pour 2021 et 9 152 et 9 242 pour 2022 et 2023. Voilà, et on est aidé par la région pour 2021, 2022, 2023 et le département aussi. Avez-vous des questions sur ces plantations de haies ou d'arbres dans le paysage? Oui. Oui. Il y a beaucoup dans le territoire des gens qui ont des haies de tuyas qui sont en train de crever. S'ils les arrachent et qu'ils replantent, tu peux rentrer dans ce cadre-là ou pas?
Ah bah s'ils replantent des espèces comprises dans ce qu'on va aider, oui. Oui. Les tuyas, alors il n'y a aucun problème, vous pouvez les arracher. Hein, ce ne sont pas considérés comme Non, des arbres remarquables ou des aliments d'arbres. Vu la tête Il n'y a qu'ils ont aucun dans beaucoup souci. d'endroits, oui. Les tuyas, je vous encourage à les arracher. Voilà. Mais pour le reste, non. Ah, non, j'ai pas la liste, là, c'est le tableau des financements. Ah oui, c'est pas les... Non, je crois que c'était les Non, essences. c'est pas la liste des essences champêtres qu'on peut replanter. Pour tous ces éléments-là, vous pouvez vous renseigner soit auprès de Clémence Legros à la communauté de communes, soit auprès de Clément Corollaire au CPIE. Il n'y a pas d'un... Les deux vous donneront les mêmes informations et pas même le CPIE est là pour donner tous les conseils de plantation par rapport à ces arbres champêtres. Avez-vous d'autres questions sur cette délibération? Non. Donc, je vous propose de valider le principe et d'inscrire pendant les 3 années qui viennent les sommes que je vous ai données, c'est-à-dire 10 000, 9 162, 9 242 au budget. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Merci Denis. Alors, le point suivant concerne donc le rapport d'activité donc du SMICTOM du Chinonais. Vous savez, ce syndicat intercommunal donc, qui couvre notre territoire et en l'occurrence, donc vous le savez, il est une obligation réglementaire, c'est dans les collectivités membres de faire un point d'étape. Alors je vais vous faire une présentation rapide et transversale du rapport d'activité qui fait 46 pages. Vous en avez été destinataires tous, donc je vais pas revenir sur toutes les données. Simplement aujourd'hui, 75 communes desservies sur 4 intercommunalités. Touraine-Val-de-Vienne, Chinon-Vienne-et-Loire, Touraine-Vallée de l'Indre et Touraine-Ouest-Val-de-Loire. Près de 76 000 habitants desservis. Donc je vous fais grâce de l'organisation, de la gouvernance du syndicat. Les compétences propres, c'est la collecte d'ordures ménagères résiduelles, la collecte des déchets recyclables et la collecte des points d'apport volontaires. Il y a un centre de tri de déchets recyclables, une unité de valorisation énergétique, du compostage dométique et il y a la gestion de 11 déchetteries sur le territoire des 4 intercos concernés. Donc plusieurs types de collectes, 70 communes à 1 fois par semaine, 2 communes à 2 fois par semaine, une commune 3 fois par semaine et puis 2 établissements hospitaliers à 5 fois par semaine et pour quelques communes dont Chinon, un ramassage supplémentaire l'été en période touristique. Donc l'organisation de la collecte, donc, je vous l'ai dit, des points d'apport volontaires pour les papiers et pour le verre. Un point important sur l'historique du tonnage des ordures ménagères. On est parti, l'historique qui remonte à 1984, on était à 222 kg par habitant et par an. On est monté, le point d'orgue a été fin 99, début 2000, 373 kg par habitant et depuis 2000, on est en baisse constante. Alors on pourrait dire pas suffisante, mais malgré tout, on est en baisse puisqu'on est passé de 373 kg par habitant pour atteindre 306 l'année dernière. Donc on le voit, un petit peu l'organisation. Les performances du tri par habitant sont constantes et régulières et plutôt à la hausse. Aujourd'hui, le service de collecte parcourt à peu près 400 000 km par an dans le cas de la gestion des 75 000 habitants. Et on est donc à un taux de collecte assez élevé qui progresse chaque fois. Les matériaux à recycler, donc dans le cadre des déchetteries, c'est important. On a au centre de tri 4500 tonnes qui passent. De tonnage des flux jaunes et bleus SMICTOM, il y a 4000 tonnes. Les tonnages valorisés, un peu plus de 3200 tonnes. Donc aujourd'hui, on est sur une valorisation sur les prêtriers à près de 30%. Et sur les ordures ménagères globales du SMICTOM, 32,4%. Donc c'est des chiffres qui sont complétés par l'unité de valorisation énergétique, puisqu'on a une capacité de 23 000 tonnes par an, ça c'est l'autorisation administrative. Bon, la capacité technique, elle est à 20 000 tonnes, et on se rend compte que l'année dernière, en 2019, il a été traité 16 564 tonnes, légèrement en baisse, puisqu'on était à 18 511 tonnes en 2018. Donc ça se décompose avec de la production de vapeur, évidemment, importante, qui est utilisée, une partie vendue au centre hospitalier du Chinonais
dans le cadre du contrat qui lie pour le chauffage de l'établissement. L'UVE est une unité qui est aujourd'hui, qui arrive en fin de vie, et la réflexion globale qui est portée sur une unité de valorisation et de tri départementale est en réflexion, et le SMICTOM est membre de la structure qui va cogiter à l'implantation de cette structure départementale, qui est même un peu extra-départementale, puisqu'il y a une partie du Loir-et-Cher, une partie de la Sarthe, qui pourrait être traitée sur l'unité de valorisation départementale qui va être créée. Sur le compostage domestique, aujourd'hui, près de 8000 composteurs implantés, et dans un peu plus de 6500 foyers. Des composteurs collectifs, il y en a un nouveau à Chinon. On est aujourd'hui rendu à 13 dans la ville de Chinon. Donc les déchetteries, je vous l'ai dit. En gros, on est aux alentours de 300 kg par an et par habitant sur les déchets non dangereux, et aux alentours de 3 kg par habitant et par an sur les déchets dangereux. Si on regarde leur cyclage, la valorisation organique et la valorisation énergétique, on a atteint en 2018 un taux de valorisation à hauteur de 73,1%, et on est en 2019 à un peu plus de 75 à 75,6%. Donc on le voit, c'est des chiffres qui progressent, mais qui devraient atteindre, dans la nouvelle unité de valorisation, on doit atteindre et dépasser les 90%. C'est l'objectif final qui est fixé à cet outil. Donc il y a une communication qui est faite sur la sensibilisation des publics et des usagers à la récupération et au tri, vous le savez. Donc des portes ouvertes sont organisées au tri. Un certain nombre d'actions sont réalisées chaque année. La promotion et la commercialisation des composteurs, qui permet à chacun de s'équiper, évidemment, lorsque les gens ont la capacité à l'avoir sur une parcelle chez eux. Donc différents modes de fonctionnement. Chaque collectivité n'a pas tout à fait le même mode. Certaines sont à la redevance d'élimination des ordures ménagères, d'autres par la taxe. Donc aujourd'hui, un point est fait, et il y a des coûts qui sont reportés par habitant. Sur l'exercice 2019, on est pour une collecte